Les Trois Mousquetaires, partie 7, chapitre 18, l'amant et le mari. « Ah, madame, dit d'Artagnan en entrant par la porte que lui ouvrait la jeune femme, permettez-moi de vous le dire, vous avez là un triste mari. »« Vous avez donc entendu notre conversation ?» demanda vivement madame Bonacieux en regardant d'Artagnan avec inquiétude. « Tout entière. »« Mais comment cela ? Mon Dieu ! Par un procédé à moi connu et par lequel j'ai entendu aussi la conversation plus animée que vous avez eue avec les sbires du cardinal. »« Et qu'avez-vous compris dans ce que nous disions ? » ?»« 1000 choses. D'abord que votre mari est un niais et un sot. Heureusement. Puis que vous étiez embarrassé, ce dont j'ai été fort aise, et que cela me donne une occasion de me mettre à votre service, et Dieu sait si je suis prêt à me jeter dans le feu pour vous. Enfin, que la reine a besoin qu'un homme brave, intelligent et dévoué fasse pour elle un voyage à Londres. J'ai au moins 2 des 3 qualités qu'il vous faut, et me voilà. Madame Bonacieux ne répondit pas, mais son cœur battait de joie, et une secrète espérance brilla à ses yeux. « Et quelle garantie me donnerez-vous, demanda-t-elle, si je consens à vous confier cette mission ? »« Mon amour pour vous. »« Voyons, dites, ordonnez. Que faut-il faire ? » Mon Dieu, murmura la jeune femme, dois-je vous confier un pareil secret, monsieur ? Vous êtes presque un enfant. Allons, je vois qu'il vous faut quelqu'un qui vous réponde de moi. J'avoue que cela me rassurerait fort. Connaissez-vous Athos ? Non. Porthos ? Non. Aramis ? Non. Quels sont ces messieurs ? Des mousquetaires du roi. Connaissez-vous monsieur de Tréville, leur capitaine ? Oh oui, celui-là, je le connais. Non pas personnellement, mais pour en avoir entendu plus d'une fois parler à la reine comme d'un brave et loyal gentilhomme. Vous ne craignez pas que lui vous trahisse pour le cardinal, n'est-ce pas ? Oh non, certainement. Eh bien, révélez-lui votre secret, et demandez-lui, si important, si précieux, si terrible qu'il soit, si vous pouvez me le confier. Mais ce secret ne m'appartient pas, et je ne puis le révéler ainsi. Vous l'alliez bien confier à monsieur Bonacieux, dit d'Artagnan avec dépit. Comme on confie une lettre au creux d'un arbre, à l'aile d'un pigeon, au collier d'un chien. Et cependant, moi, vous voyez bien que je vous aime. Vous le dites. Je suis un galant homme. Je le crois. Je suis brave. Oh, cela j'en suis sûre. Alors, mettez-moi donc à l'épreuve. Madame Bonacieux regarda le jeune homme, retenu par une dernière hésitation. Mais il y avait une telle ardeur dans ses yeux, une telle persuasion dans sa voix, qu'elle se sentit entraînée à se fier à lui. D'ailleurs, elle se trouvait dans une de ces circonstances où il faut risquer le tout pour le tout. La reine était aussi bien perdue par une trop grande retenue que par une trop grande confiance. Puis, avouons-le, le sentiment involontaire qu'elle éprouvait pour ce jeune protecteur la décida à parler. « Écoutez, lui dit-elle, je me rends à vos protestations et je cède à vos assurances. Mais je vous jure devant Dieu qui nous entend que si vous me trahissez et que mes ennemis me pardonnent, je me tuerai en vous accusant de ma mort. Et moi, je vous jure devant Dieu, madame, dit d'Artagnan, que si je suis pris en accomplissant les ordres que vous me donnez, je mourrai avant de rien faire ou dire qui compromette quelqu'un. » Alors la jeune femme lui confia le terrible secret dont le hasard lui avait déjà révélé une partie en face de la Samaritaine. Ce fut leur mutuelle déclaration d'amour. D'Artagnan rayonnait de joie et d'orgueil. Ce secret qu'il possédait, cette femme qu'il aimait, la confiance et l'amour faisaient de lui un géant. « Je pars, dit-il, je pars sur-le-champ. »« Comment ? Vous partez ? » s'écria madame Bonacieux. « Et votre régiment, votre capitaine ?»« Sur mon âme, vous m'aviez fait oublier tout cela, chère Constance. Oui, vous avez raison, il me faut un congé. »« Encore un obstacle, murmura madame Bonacieux avec douleur. »« Oh, celui-là !» s'écria d'Artagnan après un moment de réflexion. « Je le surmonterai, soyez tranquille. »« Comment cela ?
J'irai trouver ce soir même monsieur de Tréville, que je chargerai de demander pour moi cette faveur à son beau-frère, monsieur des Essarts. Maintenant, autre chose. Quoi? Demanda d'Artagnan, voyant que madame Bonacieux hésitait à continuer. Vous n'avez peut-être pas d'argent? Peut-être est de trop, dit d'Artagnan en souriant. Alors, reprit madame Bonacieux, en ouvrant une armoire et en tirant de cette armoire le sac qu'une demi-heure auparavant caressait si amoureusement son mari. Prenez ce sac. Celui du cardinal, s'écria en éclatant de rire d'Artagnan qui, comme on s'en souvient, grâce à ses carreaux enlevés, n'avait pas perdu une syllabe de la conversation du mercier et de sa femme. Celui du cardinal, répondit madame Bonacieux. Vous voyez qu'il se présente sous un aspect assez respectable. Pardieu, s'écria d'Artagnan, ce sera une chose doublement divertissante que de sauver la reine avec l'argent de son éminence. Vous êtes un aimable et charmant jeune homme, dit madame Bonacieux. Croyez que sa majesté ne sera point ingrate. Oh, je suis déjà grandement récompensé, s'écria d'Artagnan. Je vous aime, vous me permettez de vous le dire. C'est déjà plus de bonheur que je n'en osais espérer. Silence, dit madame Bonacieux en tressaillant. Quoi? On parle dans la rue. C'est la voix de mon mari. Oui, je l'ai reconnu. D'Artagnan courut à la porte et poussa le verrou. Il n'entrera pas que je ne sois parti, dit-il. Et quand je serai parti, vous lui ouvrirez. Mais je devrais être parti aussi, moi, et la disparition de cet argent, comment la justifier si je suis là? Vous avez raison, il faut sortir. Sortir? Comment? On nous verra si nous sortons. Alors il faut monter chez moi. Ah! S'écria madame Bonacieux, vous me dites cela d'un ton qui me fait peur. Madame Bonacieux prononça ces paroles avec une larme dans les yeux. D'Artagnan vit cette larme, et, troublé, attendri, il se jeta à ses genoux. « Chez moi, dit-il, vous serez en sûreté comme dans un temple. Je vous en donne ma parole de gentilhomme. »« Partons, dit-elle, je me fie à vous, mon ami. » D'Artagnan rouvrit avec précaution le verrou, et tous deux, légers comme des ombres, se glissèrent par la porte intérieure dans l'allée, montèrent sans bruit l'escalier et rentrèrent dans la chambre de d'Artagnan. Une fois chez lui, pour plus de sûreté, le jeune homme barricada la porte. Ils s'approchèrent tous deux de la fenêtre, et par une fente du volet, ils virent monsieur Bonacieux qui causait avec un homme en manteau. À la vue de l'homme en manteau, d'Artagnan bondit, et, tirant son épée à demi, s'élança vers la porte. C'était l'homme de Meung. « Qu'allez-vous faire ?» s'écria madame Bonacieux. « Vous nous perdez !»« Mais j'ai juré de tuer cet homme, » dit d'Artagnan. « Votre vie est vouée en ce moment, et ne vous appartient pas. Au nom de la reine, je vous défends de vous jeter dans aucun péril étranger à celui du voyage. »« Et en votre nom, n'ordonnez-vous rien ?»« En mon nom, » dit madame Bonacieux avec une vive émotion. « En mon nom, je vous en prie. Mais écoute-t-on, il me semble qu'il parle de moi. » D'Artagnan se rapprocha de la fenêtre et prêta l'oreille. Monsieur Bonacieux avait rouvert sa porte, et voyant l'appartement vide, il était revenu à l'homme au manteau qu'un instant il avait laissé seul. « Elle est partie, dit-il. Elle sera retournée au Louvre. »« Vous êtes sûr, répondit l'étranger, qu'elle ne s'est pas doutée dans quelles intentions vous êtes sorti ? »« Non, répondit Bonacieux avec suffisance. C'est une femme trop superficielle. »« Le cadet aux gardes est-il chez lui ? » ?»« Je ne le crois pas. Comme vous le voyez, son volet est fermé, et l'on ne voit aucune lumière briller à travers les fentes. C'est égal, il faudrait s'en assurer. »« Comment cela ? En allant frapper à sa porte. »« Je demanderai à son valet. »« Allez. » Bonacieux rentra chez lui, passa par la même porte qui venait de donner passage aux deux fugitifs, monta jusqu'au palier de d'Artagnan et frappa. Personne ne répondit. Porthos, pour faire plus grande figure, avait emprunté ce soir-là Planchet. Quant à d'Artagnan, il n'avait garde de donner signe d'existence. Au moment où le doigt de Bonacieux résonna sur la porte, les deux jeunes gens sentirent bondir leur cœur. « Il n'y a personne chez lui, »
dit Bonacieux. N'importe, rentrons toujours chez vous. Nous serons plus en sûreté que sur le seuil d'une porte. Ah, mon Dieu, murmura madame Bonacieux, nous n'allons plus rien entendre. Au contraire, dit D'Artagnan, nous n'entendrons que mieux. D'Artagnan enleva les 3 ou 4 carreaux qui faisaient de sa chambre une autre oreille de Denys, étendit un tapis à terre, se mit à genoux et fit signe à madame Bonacieux de se pencher, comme il le faisait vers l'ouverture. « Vous êtes sûr qu'il n'y a personne ?» dit l'inconnu. « J'en réponds, » dit Bonacieux. « Et vous pensez que votre femme est retournée au Louvre ?» Sans parler à aucune personne qu'à vous. J'en suis sûr. C'est un point important, comprenez-vous. Ainsi, la nouvelle que je vous ai apportée a donc une valeur. Très grande, mon cher Bonacieux. Je ne vous le cache pas. Alors, le cardinal sera content de moi ? Je n'en doute pas. Le grand cardinal. Vous êtes sûr que, dans sa conversation avec vous, votre femme n'a pas prononcé de nom propre ? Je ne crois pas. Elle n'a nommé ni madame de Chevreuse, ni monsieur de Buckingham, ni madame de Vernet. Non, elle m'a dit seulement qu'elle voulait m'envoyer à Londres pour servir les intérêts d'une personne illustre. « Le traître !» murmura madame Bonacieux. « Silence !» dit D'Artagnan en lui prenant une main qu'elle lui abandonna sans y penser. « N'importe !» continua l'homme au manteau. « Vous êtes un niais de n'avoir pas feint d'accepter la commission. Vous auriez la lettre à présent. L'État qu'on menace était sauvé, et vous ? Et moi ? Eh bien vous ? Le cardinal vous donnait des lettres de noblesse. » « Il vous l'a dit ? » ?»« Oui, je sais qu'il voulait vous faire cette surprise. »« Soyez tranquille, » reprit Bonacieux. « Ma femme m'adore, et il est encore temps. »« Le niais !» murmura madame Bonacieux. « Silence !» dit D'Artagnan en lui serrant plus fortement la main. « Comment est-il encore temps ?» reprit l'homme au manteau. « Je retourne au Louvre. Je demande madame Bonacieux, je dis que j'ai réfléchi, je renoue l'affaire, j'obtiens la lettre et je cours chez le cardinal. Eh bien, allez vite, je reviendrai bientôt savoir le résultat de votre démarche. » L'inconnu sortit. « L'infâme !» dit madame Bonacieux en adressant encore cette épithète à son mari. « Silence !» répéta D'Artagnan en lui serrant la main plus fortement encore. Un hurlement terrible interrompit alors les réflexions de D'Artagnan et de madame Bonacieux. C'était son mari, qui s'était aperçu de la disparition de son sac et qui criait au voleur. « Oh, mon Dieu !» s'écria madame Bonacieux. « Il va ameuter tout le quartier !» Bonacieux cria longtemps, mais comme de pareils cris, attendu leur fréquence, n'attiraient personne dans la rue des Fossoyeurs, et que d'ailleurs la maison du mercier était depuis quelque temps assez mal famée, voyant que personne ne venait, il sortit en continuant de crier, et l'on entendit sa voix qui s'éloignait dans la direction de la rue du Bac. « Et maintenant qu'il est parti, à votre tour de vous éloigner, » dit madame Bonacieux. « Du courage, mais surtout de la prudence, et songez que vous vous devez à la reine. »« À elle et à vous !» s'écria D'Artagnan. « Soyez tranquille, belle Constance, je reviendrai digne de sa reconnaissance. » « Mais reviendrai-je aussi digne de votre amour ?» La jeune femme ne répondit que par la vive rougeur qui colora ses joues. Quelques instants après, D'Artagnan sortit à son tour, enveloppé, lui aussi, d'un grand manteau que retroussait cavalièrement le fourreau d'une longue épée. Madame Bonacieux le suivit des yeux avec ce long regard d'amour dont la femme accompagne l'homme qu'elle se sent aimer. Mais, lorsqu'il eut disparu à l'angle de la rue, elle tomba à genoux, et joignant les mains. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Protégez la reine, protégez-moi !» Chapitre 19. Plan de campagne. D'Artagnan se rendit droit chez monsieur de Tréville. Il avait réfléchi que, dans quelques minutes, le cardinal serait averti par ce damné inconnu qui paraissait être son agent, et il pensait avec raison qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Le cœur du jeune homme débordait de joie,
Une occasion où il y avait à la fois gloire à acquérir cet argent à gagner se présentait à lui. Et, comme premier encouragement, venait de le rapprocher d'une femme qu'il adorait. Ce hasard faisait donc presque du premier coup, pour lui, plus qu'il n'eût osé demander à la Providence. Monsieur de Tréville était dans son salon avec sa cour habituelle de gentilhomme. D'Artagnan, que l'on connaissait comme un familier de la maison, alla droit à son cabinet et le fit prévenir qu'il l'attendait pour chose d'importance. D'Artagnan était là depuis 5 minutes à peine, lorsque monsieur de Tréville entra. Au premier coup d'œil et à la joie qui se peignait sur son visage, le digne capitaine comprit qu'il se passait effectivement quelque chose de nouveau. Tout le long de la route, d'Artagnan s'était demandé s'il se confierait à monsieur de Tréville, ou si seulement il lui demanderait de lui accorder carte blanche pour une affaire secrète. Mais monsieur de Tréville avait toujours été si parfait pour lui, il était si fort dévoué au roi et à la reine, il haïssait si cordialement le cardinal, que le jeune homme résolut de tout lui dire. « Vous m'avez fait demander, mon jeune ami, dit monsieur de Tréville. « Oui, monsieur, dit d'Artagnan, et vous me pardonnerez, je l'espère, de vous avoir dérangé, quand vous saurez de quelle chose importante il est question. »« Dites alors, je vous écoute. »« Il ne s'agit de rien de moins, dit d'Artagnan en baissant la voix, que de l'honneur, et peut-être de la vie de la reine. »« Que dites-vous là ?» demanda monsieur de Tréville, en regardant tout autour de lui s'ils étaient bien seuls, et en ramenant son regard interrogateur sur d'Artagnan. « Je dis, monsieur, que le hasard m'a rendu maître d'un secret. »« Que vous garderez, j'espère, jeune homme, sur votre vie. Mais que je dois vous confier à vous, monsieur, car vous seul pouvez m'aider dans la mission que je viens de recevoir de Sa Majesté. »« Ce secret est-il à vous ? » ?»« Non, monsieur, c'est celui de la reine. »« Êtes-vous autorisé par Sa Majesté à me le confier ? » ?»« Non, monsieur, car au contraire, le plus profond mystère m'est recommandé. »« Et pourquoi donc allez-vous le trahir vis-à-vis de moi ? » ?»« Parce que, je vous le dis, sans vous je ne puis rien, et que j'ai peur que vous ne me refusiez la grâce que je viens vous demander, si vous ne savez pas dans quel but je vous la demande. Gardez votre secret, jeune homme, et dites-moi ce que vous désirez. Je désire que vous obteniez pour moi, de monsieur des Essarts, un congé de 15 jours. Quand cela ? Cette nuit même. Vous quittez Paris ? Je vais en mission. Pouvez-vous me dire où ? À Londres. Quelqu'un a-t-il intérêt à ce que vous n'arriviez pas à votre but ? Le cardinal, je le crois, donnerait tout au monde pour m'empêcher de réussir. Et vous partez seul ? Je pars seul. En ce cas, vous ne passerez pas Bondy. C'est moi qui vous le dis, foi de Tréville. Comment cela ? On vous fera assassiner. Je serai mort en faisant mon devoir. Mais votre mission ne sera pas remplie. C'est vrai, dit d'Artagnan. Croyez-moi, continua Tréville, dans les entreprises de ce genre, il faut être 4 pour arriver 1. Ah, vous avez raison, monsieur, dit d'Artagnan, mais vous connaissez Athos, Porthos et Aramis, et vous savez si je puis disposer d'eux. Sans leur confier le secret que je n'ai pas voulu savoir ? Nous nous sommes jurés, une fois pour toutes, confiance aveugle et dévouement à toute épreuve. D'ailleurs, vous pouvez leur dire que vous avez toute confiance en moi, et ils ne seront pas plus incrédules que vous. Je puis leur envoyer à chacun un congé de 15 jours, voilà tout. À Athos que sa blessure fait toujours souffrir, pour aller aux eaux de forge. À Porthos et à Aramis pour suivre leur ami, qu'ils ne veulent pas abandonner dans une si douloureuse position. L'envoi de leur congé sera la preuve que j'autorise leur voyage. Merci, monsieur, et vous êtes 100 fois bon. Allez donc les trouver à l'instant même, et que tout s'exécute cette nuit. Ah, et d'abord écrivez-moi votre requête à monsieur des Essarts. Peut-être aviez-vous un espion à vos trousses, et votre visite, qui dans ce cas est déjà connue du cardinal, sera légitimée ainsi. D'Artagnan formula cette demande, et monsieur de Tréville, en la recevant de ses mains, assura qu'avant 2 heures du matin, les 4 congés seraient au domicile respectif des voyageurs. « Ayez la bonté d'envoyer le mien chez Athos, dit d'Artagnan. Je craindrais, en rentrant chez moi, d'y faire quelque mauvaise rencontre. Soyez tranquille. Adieu et bon voyage.
À propos, dit M. de Tréville en le rappelant. D'Artagnan revint sur ses pas. Avez-vous de l'argent? D'Artagnan fit sonner le sac qu'il avait dans sa poche. Assez? Demanda M. de Tréville. 300 pistoles. C'est bien. On va au bout du monde avec cela. Allez, donc. D'Artagnan salua M. de Tréville, qui lui tendit la main. D'Artagnan la lui serra avec un respect mêlé de reconnaissance. Depuis qu'il était arrivé à Paris, il n'avait eu qu'à se louer de cet excellent homme, qu'il avait toujours trouvé digne, loyal et grand. Sa première visite fut pour Aramis. Il n'était pas revenu chez son ami depuis la fameuse soirée où il avait suivi madame Bonacieux. Il y a plus. À peine avait-il vu le jeune mousquetaire, et à chaque fois qu'il l'avait revu, il avait cru remarquer une profonde tristesse empreinte sur son visage. Ce soir encore, Aramis veillait sombre et rêveur. D'Artagnan lui fit quelques questions sur cette mélancolie profonde. Aramis s'excusa sur un commentaire du 18e chapitre de saint Augustin qu'il était forcé d'écrire en latin pour la semaine suivante, et qui le préoccupait beaucoup. Comme les deux amis causaient depuis quelques instants, un serviteur de M. de Tréville entra porteur d'un paquet cacheté. « Qu'est-ce là ?» demanda Aramis. « Le congé que monsieur a demandé, » répondit le laquais. « Moi, je n'ai pas demandé de congé. »« Taisez-vous et prenez, » dit d'Artagnan. « Et vous, mon ami, voici une demi-pistole pour votre peine. Vous direz à M. de Tréville que M. Aramis le remercie bien sincèrement. Allez. » Le laquais salua jusqu'à terre et sortit. « Que signifie cela ?» demanda Aramis. « Prenez ce qu'il vous faut pour un voyage de 15 jours et suivez-moi. »« Mais je ne puis quitter Paris en ce moment, sans savoir... » Aramis s'arrêta. « Ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas ?» continua d'Artagnan. « Qui ?» reprit Aramis. « La femme qui était ici, la femme au mouchoir brodé. »« Qui vous a dit qu'il y avait une femme ici ?» répliqua Aramis en devenant pâle comme la mort. « Je l'ai vue. »« Et vous savez qui elle est ?»« Je crois m'en douter, du moins. »« Écoutez, dit Aramis, puisque vous savez tant de choses, savez-vous ce qu'est devenue cette femme ? » « Je présume qu'elle est retournée à Tours. »« À Tours ? Oui, c'est bien cela. Vous la connaissez. Mais comment est-elle retournée à Tours sans me rien dire ? » « Parce qu'elle a craint d'être arrêtée. » « Comment ne m'a-t-elle pas écrit ? » « Parce qu'elle craint de vous compromettre. »« D'Artagnan, vous me rendez la vie !» s'écria Aramis. « Je me croyais méprisé, trahi. J'étais si heureux de la revoir. Je ne pouvais croire qu'elle risquât sa liberté pour moi. Et cependant, pour quelle cause serait-elle revenue à Paris ? Pour la cause qui aujourd'hui nous fait aller en Angleterre. »« Et quelle est cette cause ? demanda Aramis. « Vous le saurez un jour, Aramis. Mais, pour le moment, j'imiterai la retenue de la nièce du docteur. » Aramis se sourit, car il se rappelait le conte qu'il avait fait certains soirs à ses amis. « Eh bien, donc, puisqu'elle a quitté Paris et que vous en êtes sûr, d'Artagnan, rien ne m'y arrête plus, et je suis prêt à vous suivre. » « Vous dites que nous allons... »« Chez Athos, pour le moment. Et si vous voulez venir, je vous invite même à vous hâter, car nous avons déjà perdu beaucoup de temps. À propos, prévenez Bazin. »« Bazin vient avec nous ? demanda Aramis. « Peut-être. En tout cas, il est bon qu'il nous suive pour le moment chez Athos. » Aramis appela Bazin, et après lui avoir ordonné de le venir joindre chez Athos, « Partons donc, dit-il en prenant son manteau, son épée et ses 3 pistolets, et en ouvrant inutilement 3 ou 4 tiroirs pour voir s'il n'y trouverait pas quelques pistoles égarées. Puis, quand il se fut bien assuré que cette recherche était superflue, il suivit d'Artagnan en se demandant comment il se faisait que le jeune cadet aux gardes sut aussi bien que lui quelle était la femme à laquelle il avait donné l'hospitalité, et sut mieux que lui ce qu'elle était devenue. Seulement, en sortant, Aramis posa sa main sur le bras de d'Artagnan et le regardant fixement. « Vous n'avez parlé de cette femme à personne, dit-il. À personne au monde. Pas même à Athos et à Porthos. Je ne leur en ai pas soufflé le moindre mot. À la bonne heure. » Et, tranquille sur ce point important, Aramis continua son chemin avec d'Artagnan,
et tous deux arrivèrent bientôt chez Athos. Ils le trouvèrent tenant son congé d'une main et la lettre de M. de Tréville de l'autre. « Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie ce congé et cette lettre que je viens de recevoir ?» dit Athos étonné. « Mon cher Athos, je veux bien, puisque votre santé l'exige absolument, que vous vous reposiez 15 jours. Allez donc prendre les eaux de Forges ou telles autres qui vous conviendront, et rétablissez-vous promptement. Votre affectionné Tréville. » Eh bien, ce congé et cette lettre signifient qu'il faut me suivre, Athos. Aux eaux de Forges? Là ou ailleurs? Pour le service du roi? Du roi ou de la reine? Ne sommes-nous pas serviteurs de leur majesté? En ce moment, Porthos entra. « Pardieu, dit-il, voici une chose étrange. Depuis quand, dans les mousquetaires, accorde-t-on aux gens des congés sans qu'ils le demandent ?»« Depuis, dit D'Artagnan, qu'ils ont des amis qui les demandent pour eux. »« Ah ah, dit Porthos, il paraît qu'il y a du nouveau ici. »« Oui, nous partons, dit Aramis. »« Pour quel pays ?» demanda Porthos. « Ma foi, je n'en sais trop rien, dit Athos. Demande cela à D'Artagnan. »« Pour Londres, messieurs, dit D'Artagnan. »« Pour Londres » s'écria Porthos. « Et qu'allons-nous faire à Londres ?»« Voilà ce que je ne puis vous dire, messieurs, et il faut vous fier à moi. »« Mais pour aller à Londres, ajouta Porthos, il faut de l'argent, et je n'en ai pas. »« Ni moi, dit Aramis. »« Ni moi, dit Athos. »« J'en ai, moi, reprit D'Artagnan en tirant son trésor de sa poche et en le posant sur la table. Il y a dans ce sac 300 pistoles. Prenons-en chacun 75. C'est autant qu'il en faut pour aller à Londres et pour en revenir. D'ailleurs, soyez tranquilles, nous n'y arriverons pas tous à Londres. Et pourquoi cela ? Parce que, selon toute probabilité, il y en aura quelques-uns d'entre nous qui resteront en route. Mais est-ce donc une campagne que nous entreprenons ? Et des plus dangereuses, je vous en avertis. Ah, ça, mais puisque nous risquons de nous faire tuer, dit Porthos, je voudrais bien savoir pourquoi, au moins. Tu en seras bien plus avancé, dit Athos. Cependant, dit Aramis, je suis de l'avis de Porthos. Le roi a-t-il l'habitude de vous rendre des comptes ? Non. Il vous dit tout bonnement, messieurs, on se bat en Gascogne ou dans les Flandres, allez vous battre. Et vous y allez. Pourquoi ? Vous ne vous en inquiétez même pas. D'Artagnan a raison, dit Athos. Voilà nos 3 congés qui viennent de M. de Tréville, et voilà 300 pistoles qui viennent de je ne sais d'où. Allons nous faire tuer où l'on nous dit d'aller. La vie vaut-elle la peine de faire autant de questions ? D'Artagnan, je suis prêt à te suivre. Et moi aussi, dit Porthos. Et moi aussi, dit Aramis. Aussi bien, je ne suis pas fâché de quitter Paris. J'ai besoin de distraction. Eh bien, vous en aurez des distractions, messieurs. Soyez tranquilles, dit D'Artagnan. Et maintenant, quand partons-nous ? dit Athos. Tout de suite, répondit D'Artagnan. Il n'y a pas une minute à perdre. Holà ! Grimaud, Planchet, Mousqueton, Bazin, crièrent les 4 jeunes gens, appelant leurs laquais. Graissez nos bottes et ramenez les chevaux de l'hôtel. En effet, chaque mousquetaire laissait à l'hôtel général, comme à une caserne, son cheval et celui de son laquais. Planchet, Grimaud, Mousqueton et Bazin partirent en toute hâte. « Maintenant, dressons le plan de campagne, » dit Porthos. « Où allons-nous d'abord ?»« À Calais, » dit D'Artagnan. « C'est la ligne la plus directe pour arriver à Londres. »« Eh bien, » dit Porthos, « voici mon avis. »« Parle. » 4 hommes voyageant ensemble seraient suspects. D'Artagnan nous donnera à chacun ses instructions. Je partirai en avant par la route de Boulogne pour éclairer le chemin. Athos partira 2 heures après, par celle d'Amiens. Aramis nous suivra par celle de Noyon. Quant à D'Artagnan, il partira par celle qu'il voudra, avec les habits de Planchet, tandis que Planchet nous suivra en D'Artagnan et avec l'uniforme des gardes. « Messieurs, dit Athos, mon avis est qu'il ne convient pas de mettre en rien des laquais dans une pareille affaire. Un secret peut par hasard être trahi par des gentilshommes, mais il est presque toujours vendu par des laquais. »
Le plan de Porthos me paraît impraticable, dit d'Artagnan, en ce que j'ignore moi-même quelles instructions je puis vous donner. Je suis porteur d'une lettre, voilà tout. Je n'ai pas et ne puis faire 3 copies de cette lettre, puisqu'elle est scellée. Il faut donc, à mon avis, voyager de compagnie. Cette lettre est là, dans cette poche. Et il montra la poche où était la lettre. Si je suis tué, l'un de vous la prendra et vous continuerez la route. S'il est tué, ce sera le tour d'un autre, et ainsi de suite. Pourvu qu'un seul arrive. C'est tout ce qu'il faut. Bravo, d'Artagnan. Ton avis est le mien, dit Athos. Il faut être conséquent. D'ailleurs, je vais prendre les eaux. Vous m'accompagnerez. Au lieu des eaux de forge, je vais prendre les eaux de mer. Je suis libre. On veut nous arrêter, je montre la lettre de M. de Tréville, et vous montrez vos congés. On nous attaque, nous nous défendons. On nous juge, nous soutenons mordicus que nous n'avions d'autre intention que de nous tremper un certain nombre de fois dans la mer. On aurait trop bon marché de 4 hommes isolés, tandis que 4 hommes réunis font une troupe. Nous armerons les 4 laquais de pistolets et de mousquetons. Si l'on envoie une armée contre nous, nous livrerons bataille, et le survivant, comme l'a dit d'Artagnan, portera la lettre. Bien dit, s'écria Aramis. Tu ne parles pas souvent, Athos, mais quand tu parles, c'est comme Saint-Jean bouche d'or. J'adopte le plan d'Athos. Et toi, Porthos? Moi aussi, dit Porthos, s'il convient à d'Artagnan. D'Artagnan, porteur de la lettre, est naturellement le chef de l'entreprise. Qu'il décide, et nous exécuterons. Eh bien, dit d'Artagnan, je décide que nous adoptions le plan d'Athos et que nous partions dans une demi-heure. Adopté, reprirent en chœur les 3 mousquetaires. Et chacun, allongeant la main vers le sac, prit 75 pistoles et fit ses préparatifs pour partir à l'heure convenue. Chapitre 20. Voyage. À 2 heures du matin, nos 4 aventuriers sortirent de Paris par la barrière Saint-Denis. Tant qu'il fit nuit, ils restèrent muets. Malgré eux, ils subissaient l'influence de l'obscurité et voyaient des embûches partout. Au premier rayon du jour, leurs langues se délièrent. Avec le soleil, la gaieté revint. C'était comme à la veille d'un combat, le cœur battait, les yeux riaient. On sentait que la vie qu'on allait peut-être quitter était, au bout du compte, une bonne chose. L'aspect de la caravane, au reste, était des plus formidables. Les chevaux noirs des mousquetaires, leur tournure martiale, cette habitude de l'escadron qui fait marcher régulièrement ses nobles compagnons du soldat, eussent trahi le plus strict incognito. Les valets suivaient, armés jusqu'aux dents. Tout alla bien jusqu'à Chantilly, où l'on arriva vers les 8 heures du matin. Il fallait déjeuner. On descendit devant une auberge que recommandait une enseigne représentant Saint-Martin donnant la moitié de son manteau à un pauvre. On enjoignit aux laquais de ne pas déceler les chevaux et de se tenir prêts à repartir immédiatement. On entra dans la salle commune et l'on se mit à table. Un gentilhomme, qui venait d'arriver par la route de Dammartin, était assis à cette même table et déjeunait. Il entama la conversation sur la pluie et le beau temps. Les voyageurs répondirent. Il but à leur santé. Les voyageurs lui rendirent sa politesse. Mais au moment où Mousqueton venait annoncer que les chevaux étaient prêts et où l'on se levait de table, l'étranger proposa à Porthos la santé du cardinal. Porthos répondit qu'il ne demandait pas mieux si l'étranger à son tour voulait boire à la santé du roi. L'étranger s'écria qu'il ne connaissait d'autre roi que son éminence. Porthos l'appela ivrogne. L'étranger tira son épée. « Vous avez fait une sottise, dit Athos. N'importe, il n'y a plus à reculer maintenant. Tuez cet homme et venez nous rejoindre le plus vite que vous pourrez. » Et tous 3 remontèrent à cheval et repartirent à toute bride, tandis que Porthos promettait à son adversaire de le perforer de tous les coups connus dans l'escrime. « Eh din, dit Athos au bout de 500 pas. « Mais pourquoi cet homme s'est-il attaqué à Porthos plutôt qu'à tout autre ?» demanda Aramis. « Parce que, Porthos parlant plus haut que nous tous, il l'a pris pour le chef, dit d'Artagnan. « J'ai toujours dit que ce cadet de Gascogne était un puits de sagesse, murmura Athos. Et les voyageurs continuèrent leur route. À Beauvais, on s'arrêta 2 heures, tant pour faire souffler les chevaux
que pour attendre Porthos. Au bout de 2 heures, comme Porthos n'arrivait pas, ni aucune nouvelle de lui, on se remit en chemin. À 1 lieue de Beauvais, à un endroit où le chemin se trouvait resserré entre 2 talus, on rencontra 8 ou 10 hommes qui, profitant de ce que la route était dépavée en cet endroit, avaient l'air d'y travailler en y creusant des trous et en pratiquant des ornières boueuses. Aramis, craignant de salir ses bottes dans ce mortier artificiel, les apostropha durement. Athos voulut le retenir. Il était trop tard. Les ouvriers se mirent à railler les voyageurs et firent perdre par leur insolence la tête même au froid Athos qui poussa son cheval contre l'un d'eux. Alors chacun de ces hommes recula jusqu'au fossé et y prit un mousquet caché. Il en résulta que nos 7 voyageurs furent littéralement passés par les armes. Aramis reçut une balle qui lui traversa l'épaule, et Mousqueton une autre balle qui se logea dans les parties charnues qui prolongent le bas des reins. Cependant, Mousqueton seul tomba de cheval, non pas qu'il fût grièvement blessé, mais comme il ne pouvait voir sa blessure, sans doute il crut être plus dangereusement blessé qu'il ne l'était. « C'est une embuscade, » dit d'Artagnan. « Ne brûlons pas une amorce, et en route !» Aramis, tout blessé qu'il était, saisit la crinière de son cheval, qui l'emporta avec les autres. Celui de Mousqueton les avait rejoints et galopait tout seul à son rang. « Cela nous fera un cheval de rechange, » dit Athos. « J'aimerais mieux un chapeau, » dit d'Artagnan. « Le mien a été emporté par une balle. C'est bien heureux, ma foi, que la lettre que je porte n'ait pas été dedans. »« Ah ça ! Mais ils vont tuer le pauvre Porthos quand il passera, » dit Aramis. « Si Porthos était sur ses jambes, il nous aurait rejoints maintenant, » dit Athos. « M'est avis que, sur le terrain, l'ivrogne se sera dégrisé. » Et l'on galopa encore pendant 2 heures. Quoique les chevaux fussent si fatigués qu'il était à craindre qu'ils ne refusassent bientôt le service. Les voyageurs avaient pris la traverse, espérant de cette façon être moins inquiétés, mais, à crève-cœur, Aramis déclara qu'il ne pouvait aller plus loin. En effet, il avait fallu tout le courage qu'il cachait sous sa forme élégante et sous ses façons polies pour arriver jusque-là. À tout moment, il pâlissait, et l'on était obligé de le soutenir sur son cheval. On le descendit à la porte d'un cabaret, on lui laissa Bazin qui, au reste, dans une escarmouche, était plus embarrassant qu'utile, et l'on repartit dans l'espérance d'aller coucher à Amiens. « Morbleu !» dit Athos, quand ils se retrouvèrent en route, réduits à 2 mètres et à Grimaud et Planchet. « Morbleu ! Je ne serai plus leur dupe, et je vous réponds qu'ils ne me feront pas ouvrir la bouche ni tirer l'épée d'ici à Calais. J'en jure. »« Ne jurons pas, » dit d'Artagnan. « Galopons, si toutefois nos chevaux y consentent. » Et les voyageurs enfoncèrent leurs éperons dans le ventre de leurs chevaux, qui, vigoureusement stimulés, retrouvèrent des forces. On arriva à Amiens à minuit, et l'on descendit à l'auberge d'Ulysse d'Or. L'hôtelier avait l'air du plus honnête homme de la terre. Il reçut les voyageurs, son bougeoir d'une main et son bonnet de coton de l'autre. Il voulut loger les 2 voyageurs chacun dans une charmante chambre. Malheureusement, chacune de ces chambres était à l'extrémité de l'hôtel. D'Artagnan et Athos refusèrent. L'hôte répondit qu'il n'y en avait cependant pas d'autres dignes de leurs excellences. Mais les voyageurs déclarèrent qu'ils coucheraient dans la chambre commune, chacun sur un matelas qu'on leur jetterait à terre. L'hôte insista, les voyageurs tinrent bon. Il fallut faire ce qu'ils voulurent. Ils venaient de disposer leurs lits et de barricader leurs portes en dedans, lorsqu'on frappa au volet de la cour. Ils demandèrent qui était là, reconnurent la voix de leur valet et ouvrirent. En effet, c'étaient Planchet et Grimaud. « Grimaud suffira pour garder les chevaux, » dit Planchet. « Si ces messieurs veulent, je coucherai en travers de leur porte. De cette façon-là, ils seront sûrs qu'on n'arrivera pas jusqu'à eux. »« Et sur quoi coucheras-tu » dit d'Artagnan. « Voici mon lit, » répondit Planchet. Et il montra une botte de paille. « Viens donc, » dit d'Artagnan, « tu as raison. La figure de l'hôte ne me convient pas. Elle est trop gracieuse. »« Ni à moi non plus, » dit Athos. Planchet monta par la fenêtre, s'installa en travers de la porte, tandis que Grimaud allait s'enfermer dans l'écurie, répondant qu'à 5 heures du matin, lui et les 4 chevaux seraient prêts.
La nuit fut assez tranquille. On essaya bien vers les 2 heures du matin d'ouvrir la porte, mais comme Planchet se réveilla en sursaut et cria « Qui va là ?» on répondit qu'on se trompait et on s'éloigna. À 4 heures du matin, on entendit un grand bruit dans les écuries. Grimaud avait voulu réveiller les garçons d'écurie, et les garçons d'écurie le battaient. Quand on ouvrit la fenêtre, on vit le pauvre garçon sans connaissance, la tête fendue d'un coup de manche à fourche. Planchet descendit dans la cour et voulut seller les chevaux. Les chevaux étaient fourbus. Celui de Mousqueton seul, qui avait voyagé 100 mètres pendant 5 ou 6 heures la veille, aurait pu continuer la route. Mais, par une erreur inconcevable, le chirurgien vétérinaire qu'on avait envoyé chercher, à ce qu'il paraît, pour saigner le cheval de l'hôte, avait saigné celui de Mousqueton. Cela commençait à devenir inquiétant. Tous ces accidents successifs étaient peut-être le résultat du hasard, mais ils pouvaient tout aussi bien être le fruit d'un complot. Athos et D'Artagnan sortirent, tandis que Planchet allait s'informer s'il n'y avait pas 3 chevaux à vendre dans les environs. À la porte étaient 2 chevaux tout équipés, frais et vigoureux. Cela faisait bien l'affaire. Il demanda où étaient les maîtres. On lui dit que les maîtres avaient passé la nuit dans l'auberge et réglaient leur compte à 7 heures avec le maître. Athos descendit pour payer la dépense, tandis que D'Artagnan et Planchet se tenaient sur la porte de la rue. L'hôtelier était dans une chambre basse et reculée. On pria Athos d'y passer. Athos entra sans défiance et tira 2 pistoles pour payer. L'hôte était seul et assis devant son bureau, dont un des tiroirs était entr'ouvert. Il prit l'argent que lui présenta Athos, le tourna et le retourna dans ses mains, et, tout à coup, s'écriant que la pièce était fausse, il déclara qu'il allait le faire arrêter, lui et son compagnon, comme faux monnayeurs. « Drôle, dit Athos, en marchant sur lui, je vais te couper les oreilles. » Au même moment, 4 hommes armés jusqu'aux dents entrèrent par les portes latérales et se jetèrent sur Athos. « Je suis pris, cria Athos de toutes les forces de ses poumons. Au large, D'Artagnan! Pique, pique! Et il lâcha 2 coups de pistolet. D'Artagnan et Planchet ne se le firent pas répéter à 2 fois. Ils détachèrent les 2 chevaux qui attendaient à la porte, sautèrent dessus, leur enfoncèrent leurs éperons dans le ventre et partirent au triple galop. « Sais-tu ce qu'est devenu Athos » demanda D'Artagnan à Planchet en courant. « Ah, monsieur, dit Planchet, j'en ai vu tomber 2 à ces 2 coups, et il m'a semblé, à travers la porte vitrée, qu'il ferraillait avec les autres. »« Brave Athos, murmura D'Artagnan, et quand on pense qu'ils font l'abandonner. Au reste, autant nous attend peut-être à 2 pas d'ici. En avant, Planchet, en avant. Tu es un brave homme. »« Je vous l'ai dit, monsieur, répondit Planchet. Les Picards, ça se reconnaît à l'usage. D'ailleurs, je suis ici dans mon pays, ça m'excite. » Et tous 2, piquant de plus belle, arrivèrent à Saint-Omer, d'une seule traite. À Saint-Omer, ils firent souffler les chevaux, la bride passée à leurs bras, de peur d'accident, et mangèrent un morceau sur le pouce tout debout dans la rue. Après quoi, ils repartirent. À 100 pas des portes de Calais, le cheval de D'Artagnan s'abattit, et il n'y eut pas moyen de le faire se relever. Le sang lui sortait par le nez et par les yeux. Restait celui de Planchet, mais celui-là s'était arrêté, et il n'y eut plus moyen de le faire repartir. Heureusement, comme nous l'avons dit, ils étaient à 100 pas de la ville. Ils laissèrent les 2 montures sur le grand chemin et coururent au port. Planchet fit remarquer à son maître un gentilhomme qui arrivait avec son valet et qui ne les précédait que d'une 50aine de pas. Ils s'approchèrent vivement de ce gentilhomme qui paraissait fort affairé. Il avait ses bottes couvertes de poussière et s'informait s'il ne pourrait point passer à l'instant même en Angleterre. « Rien ne serait plus facile, » répondit le patron d'un bâtiment prêt à mettre à la voile. « Mais ce matin est arrivé l'ordre de ne laisser partir personne sans une permission expresse de monsieur le cardinal. »« J'ai cette permission, » dit le gentilhomme en tirant un papier de sa poche. « La voici. »« Faites-la viser par le gouverneur du port, » dit le patron, « et donnez-moi la préférence. »« Où trouverai-je le gouverneur ? » ?»« À sa campagne. »« Et cette campagne est située ? » ?»« À 1/4 de lieue de la ville. Tenez, vous la voyez d'ici, au pied de cette petite éminence, ce doigt en ardoise. » «
Très bien, dit le gentilhomme. Et, suivi de son laquais, il prit le chemin de la maison de campagne du gouverneur. D'Artagnan et Planchet suivirent le gentilhomme à 500 pas de distance. Une fois hors de la ville, D'Artagnan pressa le pas et rejoignit le gentilhomme comme il entrait dans un petit bois. « Monsieur, lui dit D'Artagnan, vous me paraissez fort pressé. »« On ne peut plus presser, monsieur. »« J'en suis désespéré, dit D'Artagnan, car, comme je suis très pressé aussi, je voulais vous prier de me rendre un service. »« Lequel ? » ?»« De me laisser passer le premier. »« Impossible, dit le gentilhomme. J'ai fait 60 lieues en 44 heures, et il faut que demain, à midi, je sois à Londres. J'ai fait le même chemin en 40 heures, et il faut que demain, à 10 heures du matin, je sois à Londres. Désespéré, monsieur, mais je suis arrivé le premier, et je ne passerai pas le second. Désespéré, monsieur, mais je suis arrivé le second, et je passerai le premier. Service du roi, dit le gentilhomme. Service de moi, dit D'Artagnan. Mais c'est une mauvaise querelle que vous me cherchez là, ce me semble. Parbleu, que voulez-vous que ce soit? Que désirez-vous? Vous voulez le savoir? Certainement. Eh bien, je veux l'ordre dont vous êtes porteur, attendu que je n'en ai pas, moi, et qu'il m'en faut un. Vous plaisantez, je présume. Je ne plaisante jamais. Laissez-moi passer. Vous ne passerez pas. Mon brave jeune homme, je vais vous casser la tête. Holà, Lubin, mes pistolets. Planchet, dit D'Artagnan, charge-toi du valet. Je me charge du maître. Planchet, enhardi par le premier exploit, sauta sur Lubin, et, comme il était fort et vigoureux, il le renversa les reins contre terre et lui mit le genou sur la poitrine. Faites votre affaire, monsieur, dit Planchet. Moi, j'ai fait la mienne. Voyant cela, le gentilhomme tira son épée et fondit sur D'Artagnan, mais il avait affaire à forte partie. En 3 secondes, D'Artagnan lui fournit 3 coups d'épée en disant à chaque coup « Un pour Athos, un pour Porthos, un pour Aramis ». Au 3e coup, le gentilhomme tomba comme une masse. D'Artagnan le crut mort, ou tout au moins évanoui, et s'approcha pour lui prendre l'ordre. Mais au moment où il étendait le bras afin de le fouiller, le blessé qui n'avait pas lâché son épée lui porta un coup de pointe dans la poitrine en disant « Un pour vous !»« Et un pour moi !»« Au dernier les bons !» s'écria D'Artagnan furieux en le clouant par terre d'un 4e coup d'épée dans le ventre. Cette fois, le gentilhomme ferma les yeux et s'évanouit. D'Artagnan fouilla dans la poche où il l'avait vu remettre l'ordre de passage et le prit. Il était au nom du comte de Wardes. Puis, jetant un dernier coup d'œil sur le beau jeune homme, qui avait 25 ans à peine et qu'il laissait là, gisant, privé de sentiments, et peut-être mort, il poussa un soupir sur cette étrange destinée qui porte les hommes à se détruire les uns les autres pour les intérêts de gens qui leur sont étrangers et qui souvent ne savent pas même qu'ils existent. Mais il fut bientôt tiré de ses réflexions par Lubin, qui poussait des hurlements et criait de toutes ses forces au secours. Planchet lui appliqua la main sur la gorge et serra de toutes ses forces. « Monsieur, dit-il, tant que je le tiendrai ainsi, il ne criera pas, j'en suis bien sûr. Mais aussitôt que je le lâcherai, il va se remettre à crier. Je le reconnais pour un Normand, et les Normands sont entêtés. » En effet, tout comprimé qu'il était, Lubin essayait encore de filer des sons. « Attends, dit D'Artagnan. » Et, prenant son mouchoir, il le bâillonna. « Maintenant, dit Planchet, lions-le à un arbre. » La chose fut faite en conscience, puis on tira le comte de Wardes près de son domestique. Et comme la nuit commençait à tomber et que le garrotté et le blessé étaient tous deux à quelques pas dans le bois, il était évident qu'ils devaient rester jusqu'au lendemain. « Et maintenant, dit D'Artagnan, chez le gouverneur. »« Mais vous êtes blessé, ce me semble, dit Planchet. »« Ce n'est rien. Occupons-nous du plus pressé. Puis nous reviendrons à ma blessure, qui, au reste, ne me paraît pas très dangereuse. » Et tous deux s'acheminèrent à grands pas vers la campagne du digne fonctionnaire. On annonça monsieur le comte de Wardes. D'Artagnan fut introduit. « Vous avez un ordre signé du cardinal ?» dit le gouverneur. « Oui, monsieur, répondit D'Artagnan. Le voici. »« Ah,
Il est en règle et bien recommandé, dit le gouverneur. C'est tout simple, répondit d'Artagnan. Je suis de ses plus fidèles. Il paraît que son éminence veut empêcher quelqu'un de parvenir en Angleterre. Oui, un certain d'Artagnan, un gentilhomme béarnais qui est parti de Paris avec 3 de ses amis dans l'intention de gagner Londres. Le connaissez-vous personnellement ? Demanda le gouverneur. Qui cela ? Ce d'Artagnan. À merveille. Donnez-moi son signalement alors. Rien de plus facile. Et d'Artagnan donna trait pour trait le signalement du comte de Wardes. Est-il accompagné ? Demanda le gouverneur. Oui, d'un valet nommé Lubin. On veillera sur eux, et si on leur met la main dessus, son éminence peut être tranquille. Ils seront reconduits à Paris sous bonne escorte. Et ce faisant, monsieur le gouverneur, dit d'Artagnan, vous aurez bien mérité du cardinal. Vous le reverrez à votre retour, monsieur le comte ? Sans aucun doute. Dites-lui, je vous prie, que je suis bien son serviteur. Je n'y manquerai pas. Et joyeux de cette assurance, le gouverneur visa le laissez-passer et le remit à d'Artagnan. D'Artagnan ne perdit pas son temps en compliments inutiles. Il salua le gouverneur, le remercia et partit. Une fois dehors, lui et Planchet prirent leur course, en faisant un long détour. Ils évitèrent le bois et rentrèrent par une autre porte. Le bâtiment était toujours prêt à partir. Le patron attendait sur le port. « Eh bien, dit-il en apercevant d'Artagnan. « Voici ma passe visée, dit celui-ci. « Et cet autre gentilhomme ? Il ne partira pas aujourd'hui, dit d'Artagnan, mais soyez tranquille, je payerai le passage pour nous deux. En ce cas, partons, dit le patron. Partons, répéta d'Artagnan. Et il sauta avec Planchet dans le canot. 5 minutes après, ils étaient à bord. Il était temps. À une demi-lieue en mer, d'Artagnan vit briller une lumière et entendit une détonation. C'était le coup de canon qui annonçait la fermeture du port. Il était temps de s'occuper de sa blessure. Heureusement, comme l'avait pensé d'Artagnan, elle n'était pas des plus dangereuses. La pointe de l'épée avait rencontré une côte et avait glissé le long de l'os. De plus, la chemise s'était collée aussitôt à la plaie, et à peine avait-elle répandu quelques gouttes de sang. D'Artagnan était brisé de fatigue. On lui étendit un matelas sur le pont, il se jeta dessus et s'endormit. Le lendemain, au point du jour, il se leva à 3 ou 4 lieues seulement des côtes d'Angleterre. La brise avait été faible toute la nuit et l'on avait peu marché. À 10 heures, le bâtiment jetait l'ancre dans le port de Douvres. À 10h30, d'Artagnan mettait le pied sur la terre d'Angleterre en s'écriant « Enfin, m'y voilà !» Mais ce n'était pas tout. Il fallait gagner Londres. En Angleterre, la poste était assez bien servie. D'Artagnan et Planchet prirent chacun un bidet, un postillon courut devant eux. En 4 heures, ils arrivèrent aux portes de la capitale. D'Artagnan ne connaissait pas Londres. D'Artagnan ne savait pas un mot d'anglais. Mais il écrivit le nom de Buckingham sur un papier, et chacun lui indiqua l'hôtel du duc. Le duc était à la chasse à Windsor, avec le roi. D'Artagnan demanda le valet de chambre de confiance du duc, qui, l'ayant accompagné dans tous ses voyages, parlait parfaitement français. Il lui dit qu'il arrivait de Paris pour affaires de vie et de mort, et qu'il fallait qu'il parlât à son maître à l'instant même. La confiance avec laquelle parlait d'Artagnan convainquit Patrice. C'était le nom de ce ministre du ministre. Il fit seller 2 chevaux et se chargea de conduire le jeune garde. Quant à Planchet, on l'avait descendu de sa monture, raide comme un jonc. Le pauvre garçon était au bout de ses forces. D'Artagnan semblait de fer. On arriva au château. Là, on se renseigna. Le roi et Buckingham chassaient à l'oiseau dans des marais situés à 2 ou 3 lieues de là. En 20 minutes, on fut au lieu indiqué. Bientôt, Patrice entendit la voix de son maître, qui appelait son faucon. « Qui faut-il que j'annonce à milord duc ?» demanda Patrice. « Le jeune homme qui, un soir, lui a cherché une querelle sur le Pont-Neuf, en face de la Samaritaine. » Singulière recommandation. Vous verrez qu'elle en vaut bien une autre. Patrice mit son cheval au galop, atteignit le duc et lui annonça dans les termes que nous avons dit qu'un messager l'attendait. Buckingham reconnut d'Artagnan à l'instant même, et se doutant que quelque chose se passait en France, dont on lui faisait parvenir la nouvelle,
Il ne prit que le temps de demander où était celui qui la lui apportait, et ayant reconnu de loin l'uniforme des gardes, il mit son cheval au galop et vint droit à d'Artagnan. Patrice, par discrétion, se tint à l'écart. « Il n'est point arrivé malheur à la reine » s'écria Buckingham, répandant toute sa pensée et tout son amour dans cette interrogation. « Je ne crois pas. Cependant, je crois qu'elle court quelque grand péril dont votre grâce seule peut la tirer. »« Moi » s'écria Buckingham. « En quoi ? Je serais assez heureux pour lui être bon à quelque chose. Parlez, parlez !»« Prenez cette lettre, » dit d'Artagnan. « Cette lettre ! De qui vient cette lettre ? De Sa Majesté, à ce que je pense. »« De Sa Majesté, » dit Buckingham, pâlissant si fort que d'Artagnan crut qu'il allait se trouver mal. Et il brisa le cachet. « Quelle est cette déchirure ?» dit-il en montrant à d'Artagnan un endroit où elle était percée à jour. « Ah ah !» dit d'Artagnan, « je n'avais pas vu cela. C'est l'épée du comte de Wardes qui aura fait ce beau coup en me trouant la poitrine. »« Vous êtes blessé ?» demanda Buckingham en rompant le cachet. « Oh, rien, » dit d'Artagnan, « une égratignure. »« Juste ciel ! Qu'ai-je lu ?» s'écria le duc. « Patrice, reste ici, ou plutôt rejoins le roi partout où il sera, et dis à Sa Majesté que je la supplie bien humblement de m'excuser, mais qu'une affaire de la plus haute importance me rappelle à Londres. Venez, monsieur, venez. » Et tous deux reprirent au galop le chemin de la capitale.